Merci. Alors, merci d'abord à Christiane Gillin et Hélène Gisper pour m'avoir invité à donner cet exposé. Justement, je me suis rappelé que j'avais donné un exposé au séminaire à l'époque du GAC sur Dini. Et je n'ai pas publié l'exposé, en fait, même si j'ai retrouvé finalement, je te dis, je ne trouve pas, finalement j'allais trouver le texte avec un petit mot par Pierre Dugac disant qu'il était prêt de publier dans le cahier d'histoire comment dire, l'exposé, le texte de l'exposé. Moi, je n'ai pas écrit ça, et donc il y avait une raison, en fait. Mais, je reviens là-dessus après. Donc, je veux d'abord, comme nous ont proposé des questions, donc je veux d'abord discuter quelqu'une de ces questions proposées par les organisateurs. Alors, je les rappelle, peut-on parler des résultats dans l'histoire des mathématiques? Et si oui, en quel sens par rapport à l'usage des termes dans les sciences mathématiques? Et quel type de résultats peut-on espérer? Et finalement, comment des résultats dans des domaines où, à des niveaux différents, peuvent s'articuler pour s'insérer dans un récit historique cohérent? Alors, d'abord, je crois qu'il ne soit pas inutile de rappeler que dans les 70 ans d'existence du séminaire, l'histoire des mathématiques a beaucoup changé. Il y a des chaires, il y a des départements, il y a des réunions, des ateliers, des conférences, des nouvelles revues qui n'existaient pas au début. Il y a des congrès, par exemple dans les congrès internationaux des mathématiciens, il y a des conférences sur l'histoire des maths qu'on n'avait pas ailleurs à l'époque. Donc ça a beaucoup changé le panorama. Et à mon avis, la première conséquence de ça est que si on examine la richesse, la variété, je dirais, de la production scientifique, des articles, etc., dans les domaines de l'histoire, et on s'aperçoit qu'on a des différents points de vue, qu'il y a différents styles dans les premiers. Alors, la première question est, est-ce qu'il existe dans l'histoire des standards, comme en mathématiques, par exemple? En mathématiques, on connaît. C'est un article, c'est un théorème, c'est prouvé ou n'est pas prouvé. C'est un bon travail ou n'est pas un bon travail. Est-ce qu'il y a des standards en histoire des mathématiques pour dire que ça, c'est un bon article? Ou, par exemple, certains d'entre nous sont des éditeurs de revues. Et comment on se fait à dire qu'un article n'est pas bon, donc on rejette un article, ou on n'accepte pas, ou on va poser des questions? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des standards, des critères scientifiques pour dire, bon, ça c'est un bon travail d'histoire des maths? Et si oui, mon avis, je vous donne mon avis tout de suite, donc mon avis est qu'on n'a pas de standards, disons, écrits quelque part. Chacun d'entre nous est convaincu d'avoir des standards de scientificité, disons, pour décider si un article est bon ou non, mais c'est difficile à dire pourquoi. Alors, là c'est aussi pas une découverte, l'histoire des mathématiques est rangée entre les disciplines mathématiques. Donc il y a des comptes rendus, des articles d'histoire dans les Mathematical Review ou dans le Centralblatt. On connaît que l'histoire des maths, c'est quelque chose qui est entre les mathématiques et, disons, les sciences humaines. On écrit des textes, ils font une certaine habileté littéraire, si on veut, pour écrire un bon article.
Et je dirais l'histoire des mathématiques a pour objet des mathématiques, dans le sens que je vais préciser maintenant, mais les méthodes la rapprochent plutôt des sciences humaines. Alors là, il y a aussi un problème de langue, de langage, mais je reviens là-dessus dans un instant. Donc il me semble que considérer l'histoire tout court comme une branche de mathématiques, comme là-dessus, c'est ne pas saisir cette distinction essentielle entre l'objet et les méthodes. Et en fait, par exemple, en Italie, lorsqu'on on postule pour une position à l'université, normalement aujourd'hui on a tous les scopus, comment on s'appelle, disons l'évaluation numérique, le nombre d'articles, les citations, etc. Hein? Et ça ne marche pas pour les articles d'histoire. Mais le poste dont on parle, c'est un poste de maths. Hein? Et enfin, il y a eu un certain nombre de querelles parmi les mathématiciens et les historiens sur la manière d'évaluer les travaux d'histoire des maths par les mathématiciens. Et une autre question est si on peut parler d'histoire des mathématiques au singulier ou s'il y a plusieurs histoires, c'est-à-dire on a beaucoup d'histoires différentes. Et on a vu même aujourd'hui, on a l'impression, à mon avis, qu'il y a une sorte d'anarchie heureuse qui domine, une philosophie de tout va bien. Hein? Voilà. Là, on a des travaux, recherche, bibliographie, érudite, histoire sociale, histoire interne, histoire locale, histoire institutionnelle, correspondance, manuscrits, reconstruction rationnelle, biographie, histoire des idées, etc. Mais chacune de ces histoires a des méthodes différentes. Et alors, si on prend dans l'ensemble, il me semble que chacune semble contribuer d'une certaine manière à la connaissance du passé. Mais, à mon avis, il faut distinguer. Donc, plus pertinent parler d'histoire au pluriel, ou non, hein? On peut dire que l'histoire est un nom collectif, si vous voulez, qui comprend plusieurs branches, dont je fais une liste sommaire. Et souvent arrive, j'ai appris aujourd'hui qu'il y a le 17, comment ça s'appelle? Voilà, qui parlent entre eux et qui ne disent rien au reste du monde. Donc, alors, ils parlent aussi avec les autres, mais peut-être. Hein? Alors, on peut dire qu'il y a des résultats dans chacune de ces histoires et souvent ne parlent pas avec les autres. Hein? Alors, si on prend un texte, par exemple, parenthèse, à mon avis, c'est remarquable que le seul article, si j'ai bien compris ce que Jean a dit, le seul article exhaustif sur Varignon est ignoré, c'est-à-dire, ça existe depuis 70 ans, hein, et est ignoré par les historiens qui viennent après. Voilà. Donc, on a l'impression que cette fois, on doit recommencer du début. OK. Si l'on regarde, disons, les travaux d'histoire des maths de l'époque Fleckenstein ou peu après, et celui de dernière année, il y a une différence évidente, à mon avis, qui est une plus grande conscience critique. Alors,
Je crois, il me semble au moins, que pendant longtemps, l'objet principal des historiens était d'écrire de manière aussi neutre et objective que possible les contenus des livres et des articles, des théorèmes, des théories, etc. C'était le modèle, à mon avis, c'était le modèle de bonne compagnie, un peu. J'ai un peu l'impression que, par exemple, à l'époque du GAC, ça c'était un peu le style, hein, faire des articles internes au sujet, et bon, et bien sûr, la découverte des sources, la restitution des textes est toujours un élément important, essentiel, mais il me semble que dans les derniers temps, cet élément, cet aspect a été enrichi de nouvelles valeurs critiques et interprétatives. Ce matin, on parlait d'interprétation. C'est-à-dire, alors là, aujourd'hui, il semble qu'on souligne plus l'interprétation que le fait textuel, disons. Ça, c'est la question posée. Hein. Qu'est-ce que c'est un problème? Et quel rôle joue la formation des problèmes? Bon, à mon avis, ça, c'est la question posée par les organisateurs. Et à mon avis, avant de répondre qu'est-ce que c'est un problème, il faudrait poser une autre question, c'est-à-dire à qui s'adresse l'historien. C'est les mathématiciens qui sont son public auquel il s'adresse. Sont les historiens des sciences, c'est les historiens tout court, sont les philosophes, c'est l'historien des idées. C'est un public complètement différent. Et les problèmes sont complètement différents par rapport au public auquel il s'adresse. C'est les vulgarisateurs aussi. Entre parenthèses, il serait utile, à mon avis, que ceux qui écrivent des livres de vulgarisation des mathématiques apprennent un peu mieux, un peu plus d'histoire. Parce que très souvent, on lit dans des bouquins qui sont très populaires, qui vendent des milliers de copies, on lit des bêtises du point de vue de l'histoire des maths. Ce qui est... On pourrait faire les noms. Hein. Même le prix d'Alembert récent a écrit un bouquin plein de bêtises du point de vue d'histoire. Au moins la traduction italienne, c'est pas le français. Alors, les problèmes, à mon avis, on a des résultats différents en fonction des réponses. C'est-à-dire, si je veux écrire un article qui soit lu par les mathématiciens, les problèmes sont différents, le style est différent, et le langage est différent, etc. L'histoire pour les mathématiciens, alors, Poincaré, ça c'était connu, je crois, c'est l'exposé qu'il a donné, qui a été lu par Darboux d'ailleurs, pas par Poincaré parce qu'il était malade à l'époque, à Rome, et c'était la conférence en fait donnée au Congrès international des mathématiciens en 1908 sur l'avenir des mathématiques. Alors je crois que les mathématiciens d'aujourd'hui ne lisent jamais, c'est un conseil qui est oublié par tous les mathématiciens en général. Mais il y a aussi des mathématiciens, avec l'exception de Jean Maouin, bien sûr, des mathématiciens qui s'intéressent à l'histoire d'une manière discutable. Je vais donner un exemple. Alors, en général, à mon avis, par un mathématicien, la manière plus naturelle de regarder, de considérer l'histoire est de lire les textes du passé avec des outils théoriques qui sont donnés, qui sont lui familiers, qui sont les outils de la mathématique. Hein. Par exemple, Arnold. Il y a un livre que je crois c'est bien connu, Huygens et Barrow, Newton et Hooke. Et
à un certain moment, il considère un lemme, le lemme 28 du Principia de Newton, l'œuvre première. Ça, c'est la traduction française du Principia. Donc, les parties quelconques de toute figure ovale, déterminées par les coordonnées ou pour d'autres droites tirées à volonté, ne peuvent jamais être trouvées par aucune équation d'un nombre fini de termes et de dimensions. Ça, c'est le texte de Newton. Bon. Alors, ce qu'il dit, Arnold, à mon avis, c'est très intéressant, c'est profond, mais il me semble qu'elle risque d'être trompeuse si on lit, enfin, lui, il dit à un moment donné que in the Principia there are two purely mathematical pages containing an astonishingly modern topological proof of a remarkable theorem of the transcendent of abelian integrals. Newton's proof is essentially based on the investigation of a certain equivalent of the Riemann surfaces of an algebraic curve. So it is incomprehensible both for the viewpoint of the contemporaries and also for those 20th century mathematicians brought up on set theory and the theory of function of real variable who are afraid of multivariate function. Alors là, c'est les bourbakistes, ils pensent, hein, bien sûr. Mais à part ça, alors, comment se fait? C'est-à-dire, Newton, Arnold dit que Newton, dans cette lemme, parle de abelian integrals, de Riemann surfaces, etc. Mais comment se fait à rendre compte? Quel est le langage? Quelle langue devrait adopter l'historien pour donner compte d'un théorème, d'une théorie, etc. Alors, peut-il ignorer les développements futurs? C'est-à-dire, on parle de Newton, donc on oublie tout ce qui est passé après, et bon, on se plonge dans le texte de Newton, et on regarde et on le lit à la lumière des connaissances de l'époque de Newton. Ou bien, pour mieux comprendre les auteurs, il faut tenir compte de ce qui s'est passé, du fait qu'on vive aujourd'hui, et pas à l'époque. Alors là, il y a une question. De la manière adoptée par Arnold, qu'est-ce que ça nous laisse perplexe? C'est un fait de langage, sur les surfaces de Riemann, l'intégrale abélienne, etc. Ou la langue, ce fait linguistique, cache-t-il une raison plus profonde? Alors, et ça, j'ai pris cet exemple parce que c'est connu, c'est Arnold, c'est quelqu'un, mais ce n'est pas le seul, hein, ça arrive souvent. Alors, Arnold, ce qu'écrit Arnold est compréhensible par les mathématiciens qui ne maîtrisent pas le langage de Newton, bien sûr, mais le langage mathématique, à mon avis, ce n'est pas un outil indifférent au contenu qu'il exprime. Il est chargé de valeurs théoriques qui sont, comme dans ce cas-là, de Newton et de Arnold, qui sont supposées tacitement et incorrectement, à mon avis, incorrectement prises en dehors de leur contexte naturel. Pardon. À propos du langage, il y a une autre question, à mon avis, qui n'est pas le langage mathématique, qui est la langue dont on parle. Hein. Alors, lorsqu'on fait de l'histoire, il faudrait connaître, je ne dis pas le babylonien, mais au moins disons l'histoire moderne. Hein. Le latin, parce que les gens écrivaient en latin. Le français,
parce qu'il écrivait en français. L'allemand, parce que depuis le 19e siècle, on écrivait en allemand. L'italien, il n'est pas nécessaire de connaître l'anglais, sauf pour la littérature secondaire. Lorsqu'on écrit un article d'histoire des maths, on ne peut pas l'écrire en latin, sauf Truesdell qui disait qu'on acceptait des articles en latin dans l'archive, mais on peut l'écrire en italien, mais ça ne sert à rien, c'est-à-dire personne ne lit ça. On peut l'écrire en allemand, mais c'est presque le même. Le français, je viens d'apprendre, c'est pareil. Donc il faut l'écrire en anglais. Et ça, ce n'est pas seulement une question, bon, disons, superficielle. Parce que s'il est vrai que l'histoire des maths, il y a une partie, disons, importante du point de vue de l'écriture, c'est évident que si j'ai écrit un article en anglais ou si j'ai écrit un article en italien, c'est complètement différent. Parce que je ne maîtrise pas l'anglais comme je maîtrise l'italien, même pas le français d'ailleurs. Donc, c'est évident qu'il y a un problème de l'historien, il y a un problème de connaissance des langues par les autres, c'est-à-dire que le travail, les résultats, ou tout ce que si vous voulez, qui sont publiés dans une langue qui n'est pas l'anglais, risquent d'être, bon, je ne dirais pas la plus belle, mais enfin, qui reste inconnue pour le reste du monde. Mais là, je parle en ce moment de langue mathématique. Et donc, il y a un problème véritable parce que si je veux parler de Newton à mes collègues du département de mathématiques, il faut que je parle une langue qu'eux comprennent, et pas la langue de Newton. Alors l'historien, je dis, n'est pas un simple reporter d'événements loin dans le temps et dans l'espace, elle n'est pas un notaire qui rend compte des résultats du temps passé. Et alors, à mon avis, même si on considère l'histoire interne, ce qui était celle qu'on parlait à l'époque du GAC, disons, non? Le travail de l'historien, je dis, ne peut être confiné entre l'extrême impossible d'une partie, un récit factuel des théorèmes de théorie l'un après l'autre, et d'autre côté, la traduction dans un langage moderne, tel que, par exemple, l'a fait Arnold. Et à mon avis, ce qui rend le travail de l'historien difficile, mais aussi fascinant, est la recherche d'un point d'équilibre, qui est souvent instable, comme souvent arrive au point d'équilibre, entre la matérialité des textes et des sources et l'interprétation critique des outils théoriques et des mathématiques modernes. Alors, permettez-moi de citer ce que j'ai écrit avec Jeremy Gray dans un bouquin il y a quelques années. À notre avis, il n'y a not truly satisfactory way to do it, to represent the original ideas in mathematics. Sans dire rien, on produit de la confusion. To silently bring them into line with modern standard not only introduces anachronism, but brings in historical falsehood and nullifies the purposes of history. To correct the original ideas of mathematicians, to correct them in more than the most egregious cases is to encumber genuine advances with the admission of genuine blunders and thereby diminish the work of a major mathematician. À notre avis, the best policy is to read on in a spirit of dialogue with the earlier authors, aware as one might be of the limitation and false implication
of their papers and books and waiting to see when, if at all in the period, a better light was shown on the subject. And this way one can grapple with more of the complexity and the drama of the past. So c'est qu'on disait à la fin de l'intro de ce bouquin. C'est pas un bouquin, mais enfin. Bon, donc revenons finalement au cas de Dini, dont je suis parti. L'exposé, c'était justement, Christian le rappelait, sur le fondement de l'analyse. J'ai commencé avec Dini, c'est monsieur, qui meurt à la fin de la Première Guerre, en 1918, quelques jours avant la fin de la guerre, au moins en Italie. Et l'objet de ces dernières leçons, c'était la théorie générale des séries. Donc c'était un argument classique d'analyse. Donc si vous prenez le texte qui a été publié dans les œuvres de Dini, il n'y a pas de problème de langage du point de vue mathématique. C'est-à-dire, sauf quelques petits détails, mais enfin, on comprend très bien, du point de vue mathématique d'aujourd'hui, ce que disait Dini. Il n'y a pas le langage de théorie des ensembles, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Bon, je cite Abel, c'est très connu. Les séries divergentes sont en général quelque chose de bien fatal, c'est une honte qui ne se fondait à aucune démonstration. À l'exception des cas les plus simples, par exemple les séries géométriques, il ne se trouve pas dans les mathématiques presque aucune série infinie dont la somme soit déterminée d'une manière rigoureuse. Et voilà, pour la plus grande partie, les résultats sont justes, c'est vrai, mais c'est là une chose bien étrange. Je m'occupe à chercher les raisons. Problème très intéressant. Pourquoi j'ai cité ça? Parce que c'est une lettre de Abel à Hombo qui était publiée quelques années avant, c'est-à-dire dans le mémorial Abel en 1902. Donc Dini, à l'époque, cite cette lettre, moi j'ai pris un petit parti, mais lui il continuait beaucoup. Donc ça veut dire que Dini à l'époque avait lu la correspondance d'Abel avec ce maître qui était publiée il y avait quelques années. Et il cite aussi Cauchy, bien sûr, ben là c'est normal. Et il ajoute, dans les derniers temps, au contraire, on a essayé à réhabiliter les séries divergentes. Mais, puisqu'on a cherché ou a cru le faire en changeant les concepts ordinaires des sons d'une série, et l'étendant d'une manière artificielle, il ne nous semble pas qu'on puisse dire être parvenu ainsi à une véritable réhabilitation des séries divergentes. Et la considération des quantités auxquelles on a voulu donner le nom de sommes, sans qu'il s'agisse de véritables sommes, à proprement parler, peut conduire à des résultats d'une importance particulière. Bon. Mais il ne s'agit pas de faire croire qu'ainsi on a sommé des séries divergentes. Et néanmoins, à mon avis, c'est remarquable que Dini a consacré les leçons à l'exposition des méthodes de Cesaro, de la théorie des séries asymptotiques de Poincaré et des séries sommables de Borel. Donc, il dit tout ça, mais après, il va présenter les théories courantes à l'époque sur les séries divergentes. Et la première partie de ce cours, en fait, c'était plutôt, je ne l'ai pas dit maintenant, je le dis maintenant, je l'avais dit à l'époque, c'est le contenu de son premier mémoire consacré aux séries à terme positif. Donc, c'est un peu la fin de sa vie, en fait, même pas la fin du cours, parce qu'il meurt avant que le cours soit terminé, mais enfin, c'est un peu la clôture du cycle. Alors, lorsqu'on m'a invité à parler à cet séminaire, je me suis dit, mais pourquoi
je ne ferai pas un exposé tel que j'avais fait à l'époque. Bien sûr, je ne vais pas répéter la même chose, mais pourquoi le style de l'exposé? Pourquoi je ne suis pas convaincu. Hein? Je ne veux pas parler avec ce qu'on connaît 30 ans après, sur les fondements de l'analyse, la rigueur, etc. Bon, d'abord, il y a pas mal d'articles là-dessus, pas mal de travail. Tom Hawkins, Hollenberg Integration, Dugas, plein d'articles, Gillin, bien sûr, Gisbert, Medvedev, il y a un bouquin sur la théorie des fonctions réelles, dont un chapitre entier, c'est sur Dini, Ferreiros sur l'origine des théories des ensembles, etc. Mais ce n'est pas seulement pour ça. Donc on dit, bon, c'est bien travaillé, qu'est-ce que je veux ajouter? Rien, hein, c'est terminé, c'est clos. Un problème clos? Bah, oui, peut-être. Mais on se peut poser la question, qu'est-ce qui a changé dans la façon de concevoir l'histoire depuis le 84? Et à mon avis, il me semble qu'on a développé une sensibilité différente. C'est-à-dire, on a une conception moins linéaire du développement et une attention au contexte. Il me semble aussi que depuis les années 80, la question à l'ordre du jour des mathématiciens a changé. Et la théorie des ensembles, etc., bon, aujourd'hui, c'est un peu laissé à côté, c'est de placer l'intérêt vers les applications, les numériques, etc. Et par conséquent, à mon avis, même l'attention et l'intérêt, les questions à l'ordre du jour des historiens ont changé. Donc, si on veut mettre le travail de Dini en contexte, comme on dit, en anglais justement, on peut, là on cite encore de notre livre, on peut dire que the rise of complex, vous mettre real au lieu de complex, c'est pareil. Function theory cannot be understood solely as an history of ideas, and we have not only traced it as a sequence of ideas, theorems and theories, we have also paid attention to the historical context, the biography of the main actors, the different reactions and developments in various countries, depending on national tradition and so on. Donc, si on veut faire l'histoire, à mon avis, de l'analyse de période, il faudrait faire attention à ce type de questions. Donc, je cite ça, pas seulement parce que Dini a contribué à l'analyse complexe et à la géométrie différentielle, qui d'ailleurs, ces contributions sont presque inconnues, sauf pour les mathématiciens qui font de la géométrie différentielle, qui connaissent les hélicoïdes de Dini, etc. Mais les autres. Mais c'est le contexte aussi politique et social de l'époque. C'est la vie politique à laquelle Dini se consacre entièrement, ou presque entièrement, depuis les années, en fait, depuis le 1880. En fait, pour donner une idée, parce que, bon, je vais conclure presque, on laisse l'histoire interne, l'histoire de l'analyse, etc., des fondements, mais on passe, si vous voulez, à l'histoire sociale, c'est-à-dire il faut se plonger dans l'histoire sociale des mathématiques et bon, voir qui est ce monsieur, qui est un élève de l'école normale de Pise. Son maître est Enrico Betti, qui a pris parti, qui a combattu dans le Risorgimento. Il y a des lettres où il raconte la journée de la bataille à Solferino, donc très ému d'ailleurs. Lui, Dini,
il n'a que 21 ans lorsqu'il commence à enseigner à l'université. Et il devient bientôt membre du conseil municipal de Pise et il est élu député au Parlement en mai 1880. Donc, en octobre 1880, il y a une lettre il y a une faute. Non, ça c'est Dini, pardon. C'est vrai, c'est Dini à Mittagleffler. Tandis que vous étiez à Pise dans le mois d'avril dernier, je vous ai dit que je vais commencer déjà la publication d'un livre sur la représentation analytique des fonctions arbitraires par série. À présent, j'ai terminé la première partie de ce livre, qui est justement Série de Fourier et autres représentations analytiques, paru en 1880. Maintenant, je voudrais publier tout de suite la deuxième partie de ce livre. Mais je doute fort que la vie politique dans laquelle je me trouve depuis les élections du mois de mai m'empêchera peut-être de le faire. Alors là, j'ai pris cette lettre dans ce bouquin qui va paraître, ou qui vient d'être publié dans ces jours par le European Mathematical Society. C'est les lettres entre Mittagleffler et Voltaire. Hein. En fait, il doutait de le publier. En fait, la deuxième partie du livre va être publiée 30 ans presque après. Et Dini a été réélu au Parlement en 82, 6, 90. Il a été nommé sénateur en 92. Donc, il était bien plongé dans l'histoire, dans la vie politique de notre pays, de mon pays. Et bon, je ne dis rien ici, mais on parle pas mal de Dini et de ses interventions au Parlement italien dans ce livre que j'ai écrit avec Pietro Anastasi et que personne ne connaît parce que c'est justement en italien. Et donc, oh, c'est vrai. Hein? Mais Voltaire écrit à Mittagleffler en août 1896 « Dini a bien des soucis et des malheurs à cause de la faillite d'une banque. » De quoi il s'agit? Il s'agit de une affaire très connue à l'époque, très importante à l'époque, et en fait très connue, c'est la faillite de la Banque romane. C'était un scandale gigantesque qui implique pas mal de politiciens, le Premier ministre qui a démissionné, c'était Crispi, Giolitti était aussi impliqué, Dini est mentionné dans un rapport consigné par le Premier ministre, le président de la Chambre des députés, et a également impliqué dans la faillite de la Banque Popolare Cooperativa di Pisa, dont l'un des managers était Nistri, qui ne vous dit rien, mais Nistri était il y a la maison d'édition Nistri, où il avait publié la série de Fourier entre représentations analytiques, Bianchi publiait ses livres, etc. Donc Nistri échappait à Corfou, était arrêté là-bas, enfin c'est toute une histoire. Lui, Nistri, s'est défendu disant que Dini connaissait tout ça, mais Dini a refusé d'être jugé par un juge en tribunal ordinaire en tant que sénateur, donc, etc. Et en fait, la Cour à Rome lui a donné raison. Et, ironie, depuis 1902, il était membre de la commission des finances, il connaissait bien la matière, évidemment, du Sénat. Donc là, tout ça n'a rien à voir avec les fondements de l'analyse. Mais justement, il a à voir avec la culture politique de mon pays et le rôle qu'il a joué les mathématiciens, qui est très important d'ailleurs. Donc si l'on veut parler de Dini, moi, si je veux parler de Dini, je ne peux pas oublier tous ces côtés, qui justement n'ont rien à voir avec l'analyse, mais
qui nous donne, comment on dit, un aperçu sur la vie scientifique, politique et culturelle de l'époque. Alors, je reviens un moment dans cette... Voilà, ce livre, à qui est-il adressé? À les mathématiciens? Non. À les historiens des maths? Non plus. À les historiens peut-être sans adjectif, l'historien qui connaît mieux, l'historien du Risorgimento, l'historien de l'histoire d'Italie, que peut-être ils n'ont pas lu parce qu'il y a un sous-titre qui dit « Mathematici », évidemment c'est un truc de mathématicien, donc rien à voir. Mais tout cela pour dire que le public auquel on s'adressait à l'époque, c'était complètement différent du public des historiens des maths. Et encore pire des mathématiciens. Et donc, tout ça pour dire que les réponses aux problèmes dépendent beaucoup du contexte et du public auquel l'historien s'adresse. Bon, moi j'arrête ici et je vous remercie de votre attention. Matière à discussion. C'est une façon de présenter les choses, on est au cœur du sujet. Qui de ça va être moi. Non, vas-y, Jean. Est-ce que tu connaissais ces aspects-là de la vie de Dini quand tu as fait une conférence ici? Très vaguement. Non, non, effectivement, non. Moi, je connais... Alors, lorsque j'ai écrit ces bouquins, j'ai appris beaucoup de choses, parce que j'ai passé pas mal de temps à lire les comptes rendus du Parlement italien, etc. Donc, j'ai lu les sources, plus ou moins 2 années avant. Donc, oui, je savais qu'il était député et sénateur, mais bon... Je ne savais rien. Et donc, c'était 20 ans après, ou presque. Et j'avais eu plus ou moins l'impression qu'il y avait quelque chose à raconter là-dessus, un peu avant, parce que j'avais trouvé des allusions dans les lettres d'Enrico Castelnuovo sur l'affaire Banca Romana, etc. Et Enrico écrivait à Castelnuovo parce que son oncle, c'était Luzzati, qui était ministre de l'économie et qui était connaissait bien toutes les affaires bancaires, etc. Et Enrico demandait à Castelnuovo, demande-moi à ton oncle qu'est-ce qui se passe, etc. Donc j'avais un peu l'impression qu'il... Mais je ne savais pas les détails, par exemple. Oui, si je prends la toute fin de ton exposé, et ce livre d'ailleurs, est-ce que tu veux dire que l'histoire sociale et culturelle des mathématiques a pour public privilégié, dédié, un public autre que les mathématiciens? Oui. Or, si je regarde, alors peut-être pas le public des mathématiciens, mais si je prends, quand j'étais prof, le public de mes étudiants en mathématiques, je tenais à leur faire à eux, parce que je considérais que comme mathématicien et pour comprendre les mathématiques, je tenais à leur faire de l'histoire culturelle et sociale. Et donc, j'ai pas, dans la pratique que j'ai eue, cette partition entre une histoire culturelle et sociale pour d'autres que le milieu des mathématiques, et une histoire, je ne sais pas comment la qualifier, mais qui n'aurait pas subi l'évolution dont tu parles quand je m'adresserais aux mathématiciens. Tu vois, ça m'interroge, ça me trouble un peu cette partition que tu fais, comme si l'histoire culturelle et sociale ne serait que l'histoire des mathématiciens dans la vie sociale, et culturelle, ou politique, ou institutionnelle de leur pays,
et que l'histoire culturelle et sociale ne pourrait pas rentrer dans le cœur même des mathématiques et de la façon dont ils faisaient des mathématiques. Pas seulement de leur vie en dehors des maths, mais de leur vie en faisant du maths. Cette séparation que tu fais, je ne m'y retrouve pas moi. Mais tu la confirmes, enfin, c'est ça que ouais, mais enfin, disons, oui, c'est ça que je veux dire. Mais enfin, l'expérience que j'ai est que, bon, lorsque je m'adresse à mes collègues de la porte à côté. Tu parles des étudiants, ils n'ont pas le choix. Ben justement, tu parles des étudiants, peut-être qu'ils. Ils n'ont pas le choix. Exactement. Et on ne connaît pas qu'est-ce qu'il va faire après. C'est-à-dire, il va oublier. Allez, là, c'était Géline Gisbert qui disait ça, mais enfin. Il faut faire des théorèmes plus importants. Parce que là, ils oublient leur prof de maths. Non, mais je veux, d'accord, mais ce qu'il faut, leur intérêt, c'est faire des théorèmes. Et si tu es heureux, savoir d'où vient le problème dont il s'occupe. Savoir un peu l'histoire, la préhistoire de son théorème, de son truc. C'est tout. Et là, il n'y a pas d'histoire culturelle et sociale quand on cherche la préhistoire des problèmes qui les intéressent. Ça dépend, à mon avis, ça dépend de la période. Alors, les 4 dérivés de Dean, les nombres dérivés, il l'appelait comme ça. Je ne vois pas beaucoup d'histoire sociale là-dessus. Il enseignait, il faisait des cours à l'université, il enseignait cela, mais enfin. Hein? Juste une question qui prolonge un peu celle d'Hélène, c'est est-ce que, ou en quoi, je ne sais pas quelle est la réponse, cette nouvelle connaissance de la dimension politique de Denis changerait les résultats, si on avait, je n'étais pas là pour l'exposé, le premier exposé, de Denis et les fondements de l'analyse. Ou est-ce que ces deux sujets séparés, finalement, C'est à moi ou c'est à Hélène? Ah, c'est à moi. Ça prolonge un peu la question qu'elle a À mon la question du public. Mais justement, alors là, la réponse est non. Dans mon avis, ça ne change rien pour rapport à un exposé sur les fondements de l'analyse par Dini. Ça change beaucoup pour mon intérêt à donner un exposé là-dessus. Parce que je pense que bon, c'est un sujet qui est un peu, si tu veux, un peu clos. C'est-à-dire, il y a... Qu'est-ce que je veux dire encore là-dessus? Non? C'est différent si on dit, bon, qu'est-ce qui était dit? I'm talking. Yes, there we go. À Pise, alors, lui, il était toujours prof à Pise. Il faisait, d'après que j'ai lu quelque part, il faisait les leçons le matin de 6h à 8h. Parce qu'ensuite, exactement, il avait autre chose à faire, donc il faisait les leçons à l'aube, si tu veux. Et bon, il était directeur de l'école normale, il était directeur des analyses de mathématiques pure applicate, il a publié la thèse de Lebesgue, etc. Donc il avait plein de choses à faire dans sa vie. Il était membre du conseil municipal, député, etc. Donc il s'occupait des banques et il faisait les leçons. Il a presque arrêté de publier des articles de maths. C'est-à-dire, il a arrêté pendant 15 ans, de 81 à 96, il n'y a rien, il n'a publié une ligne. En 96, il a publié 2 articles. En 1904, il me semble, il a publié 2 articles. En 11, il a publié la deuxième partie de son cours qu'il avait déjà rédigé presque complètement en 1880. Et, bon, peut-être il y a encore un article ou 2, c'est tout. Donc, finalement, il a arrêté de travailler dans les mathématiques. Tandis qu'au début, dans la moitié des années 60, il a commencé à 65 lorsqu'il était à Paris. Il travaillait sur la géométrie différentielle. Il a publié
une dizaine d'articles plus que ça, dans une période d'un an ou deux. Et après, en 1967, il a commencé à enseigner à l'université l'analyse, parce que là, il lui demandait, donc il a arrêté de publier en géométrie, il a commencé avec les séries à terme positives, et ensuite il a continué l'analyse supérieure, etc. Donc, lui-même, la manière de faire de la mathématique n'a pas été touchée de ce côté. Mais nous, ça c'est important pour nous, pour comprendre son rôle, par exemple son rôle institutionnel, la défense de l'université de Pise par rapport à l'université de Florence, il ne voulait pas l'université. Donc il y a plein d'interventions au Parlement pour dire non, mais on ne veut pas ruiner des universités d'ancienne tradition telles que Pise et Sienne pour soutenir, pour financer l'université de Florence, etc. Donc tout ce type d'intervention, il n'y a rien à voir avec les fondements de l'analyse, bien sûr. Mais ils ont à voir avec la défense d'une institution, la défense d'une école, la défense d'une tradition, etc. Mais c'est autre chose. Oui, enfin moi j'avais juste une petite remarque. Quand tu dis qu'il faisait ses cours entre 6h et 8h du matin, après il avait autre chose à faire. Donc pour arriver à faire tout ce qu'il avait à faire, il devait avoir des aides, des assistants peut-être à l'université, des secrétaires qui tapaient ses articles. On n'écrivait pas des articles, donc. D'accord, peut-être des copistes alors. Et je me demande, pour arriver à faire tout ça, il n'a pas besoin de construire autour de sa personne tout un ensemble de gens qui contribuent à Digny, d'une certaine manière. Je ne suis pas sûr. Hein. C'est pas sûr, justement, parce que ça pourrait être justement un problème nouveau en histoire des mathématiques. Regardez, il y avait des assistants, comme c'est normal. Hein. Comment fonctionnait tout ça pour pouvoir arriver à faire tout ça, à mettre tout ça dans une journée? Quand on voit le peu que nous on fait dans une journée, on n'est pas digne, on pourrait dire. Non, moi je veux dire, alors je ne sais pas, mais... Comment? Madame Digny. Madame Digny peut-être. Et donc, que tu n'as pas un seul matheux génial là, qui font de l'analyse, mais qu'autour de lui, il y a plein de petits rouages qui aident à ce qu'il puisse faire ça et qui font partie aussi d'un certain système. Hein. Je sais pas, je doute, hein? let me say. Hein? Je doute parce que sinon il aurait continué à publier. Oui, c'est vrai que il n'a pas continué, il a arrêté de publier. Hein? Et elle l'a dit, hein? Je suis engagé dans la vie politique, donc j'ai autre chose à faire et je doute d'arriver à publier ce livre. Et en effet, si tu vas prendre les œuvres de Digny, là, il y a une note où il dit qu'une partie du livre qui a été publié en 1911 a été déjà imprimée. Il y avait des feuilles qui circulaient, Voltaire en avait lu une partie et des autres, Betty, etc. Mais lui a arrêté de faire ça parce qu'il était à Rome, il devait aller à Rome tout le temps en tant que député, etc. Et, alors, je ne sais pas, évidemment, il y avait un secrétaire parce que le directeur de l'école, il ne faisait pas l'émission pour les... Mais c'est autre chose, je crois, non? Et il y avait des assistants, un assistant ou deux assistants, qui faisaient des cours, peut-être ils faisaient l'examen, mais ils ne rédigeaient pas de textes. Donc, je dirais que non, mais c'est complètement différent d'aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas une équipe qui travaillait pour Digny. C'est lui qui travaillait pour soi-même. Oui, mais il faisait un certain type de travail et d'autres autour de lui. Je demande à Annie peut-être d'intervenir, puis après les autres, je demande de garder pour la suite, parce que sinon on va être tout ce qu'elle fait. Annie.
non, ça peut être aussi dans la table ronde. Oui, tu passes la presse. Oui. Ouais, de toute façon, effectivement, la question que pose ton exposé et puis la discussion, c'est il y a eu dans les 30 années qui nous séparent de ton premier exposé, le développement quand même de l'école sociale constructiviste des sciences, histoire, voilà. Mais on sait bien qu'avec les mathématiques, ça fonctionne pas exactement de la même façon. Ça ne fonctionne pas d'ailleurs pour toutes les autres disciplines de la même façon non plus, et pour tous les sujets, etc. Donc, on peut faire coexister, ou faire alternativement un peu de l'histoire classique, comme tu as pu en faire toi-même, parce que là, tu as cité ce travail, mais tu en avais plein. Ah oui. Donc, il y en a beaucoup qui relèvent une histoire plus, je dirais, classique, plus, voilà, par exemple, enfin, classique. Interniste. Oui, mais avec des renouvellements, mais qui n'est pas véritablement, voilà, ancré sur un contexte, sur une articulation avec le contexte social et politique du moment. Ouais. Voilà, que ce soit les livres en anglais, publiés aux États-Unis, etc. Donc, c'est un peu ça la discussion aussi. C'est-à-dire, tout n'est pas forcément. Il peut y avoir de l'histoire, voilà, du milieu mathématicien qui ne réagit pas, n'interagit pas avec la théorie des séries, même si la théorie des séries fait partie de. Je crois que ce serait complètement caricatural que de vouloir toujours articuler. Exactement. Tout à fait d'accord. Voilà. Je sais pas, moi, il me semble aussi que ceux qui ont fait un peu plus que les autres de l'histoire sociale constructiviste, en général, ils n'ont pas fait sur tous les sujets. Ils l'ont fait sur des sujets très appliqués, voilà, parce que liés aux pratiques, au sens véritablement. Oui, d'accord. Voilà, post-deuxième guerre mondiale, à tel moment, ou dans des écoles, parce que la question que pose Jeanne sur Dini, effectivement, elle se pose par exemple tout à fait pour Jacques Louis Lyon, qui n'aurait jamais eu l'œuvre qu'il a et la place qu'il a s'il n'avait pas eu cette école autour de lui. Une école, des gens avec hiérarchiquement disposés, qui font ceci et cela, comme mathématiques appliquées, et puis c'est l'ensemble qui forme l'école de Lyon, les mathématiques appliquées à la française, à un moment donné, etc. Mais ça ne marchait pas avec tous les autres. Ça ne marchait pas à l'époque d'ailleurs. Donc je propose là que ces thèmes-là reprennent tout à l'heure, au moment de la table ronde de la discussion générale, si vous voulez bien.